Nous, Naïma M. Fadel. On a le plaisir d'accueillir Louis Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Jean-Michel Salvatore est là, ainsi que Geoffroy Lejeune. On va évoquer les questions internationales, bien sûr. On entendra le président Macron plaider dans un instant pour une moindre fragmentation de l'Europe, évidemment, qui est très affaiblie en ce moment. Mais j'aimerais que l'on braque notre regard sur ce qui se passe en Iran, puisque, évidemment, il y a des discussions en cours entre Américains et Iraniens. Mais il y a une espèce d'angle mort. On ne parle plus de la répression de la population. On parle d'un accord sur le nucléaire, ce qui paraît complètement surréaliste. Regardez des milliers de morts qui ont été dénombrés. On va juste écouter le président iranien réaffirmer, parce qu'ils ont un petit peu peur quand même de l'armada américaine qui est dans le Golfe Persique. Il dit, mais non, nous ne voulons pas nous doter de l'arme nucléaire. Grand argument de la République islamique. Écoutons. De l'arme nucléaire. Nous l'avons déclaré à maintes reprises et nous sommes prêts à toute vérification. Nous ne voulons pas nous doter de l'arme nucléaire. Louis Gauthier, quel crédit pouvons-nous apporter à cette parole du dirigeant de la République islamique d'Iran? Et pourquoi ces discussions entre Américains et Iraniens ne portent plus sur la répression? Je dirais deux choses. D'abord, comme vous, de ce constat tragique, le sang à peine lavé dans les rues. Une deuxième étape qui vise à enfermer l'ensemble de ceux qui représentaient le camp des réformateurs, ce qu'on appelle le front de la réforme. L'arrestation et l'emprisonnement de Jawad Emam, d'Azar Mansoun il y a quelques jours. Il y a 3 jours, la condamnation à 6 ans de prison de la prix Nobel de la paix, Narger Mohaddani. Donc on voit un pouvoir qui, au contraire, depuis 47 ans... renferme sa population sous la répression, sous une emprise terrible, d'autant plus qu'ils sont aujourd'hui dans une ouverture de négociation et qu'ils ne veulent pas être fragilisés. Et de l'autre côté, Trump, malgré des déclarations qu'il a pu faire, incitant... les manifestants à aller dans la rue. Il a compris que sa méthode autoritaire confrontée à des alliés qui sont eux-mêmes autoritaires et qui craignent aussi les révolutions. Rappelez-vous comment les printemps arabes de 2012 ont été partout réprimés, ont appelé à une politique qui soit purement de la réelle politique, c'est-à-dire maîtriser le danger stratégique que fait peser l'Iran, d'où ces négociations sur la problématique de l'armement nucléaire, possiblement étendue, mais vous voyez bien que les Iraniens ne le veulent pas sur la problématique des missiles balistiques. Naïma M. Fadel, vous êtes comme moi, ce mouvement de révolte de la population iranienne nous a émus, on le soutient, on pense à ces femmes qui veulent juste ne pas porter le voile, à ces jeunes hommes qui ont été massacrés, parfois sur leur lit d'hôpital, par les gardiens de la Révolution, qui font payer à leurs familles le prix des balles avec lesquelles ils ont tué leurs propres enfants. Et on a l'impression que ça y est, le monde entier détourne le regard. C'est pas possible. Oui, d'autant plus que nous avons aussi un petit peu de choses à nous reprocher, parce que je rappelle que l'ayatollah Khomeini a été logé en France, qu'il a été effectivement, comme vous l'avez dit, conduit en Iran, et la gauche, cette élite de gauche, ces intellectuels de gauche... C'était Valéry Giscard d'Estaing qui l'avait accueilli. Oui, mais vous avez raison. Vous avez M. Giscard d'Estaing qui l'a accueilli, mais toute cette bien-pensance de gauche, c'est elle qui l'a fait une icône et le saint homme, comme certains disaient. Moi, ce que je suis bouleversée, en fait, par cette jeunesse qui se fait massacrer. C'est un vrai massacre qui a lieu aujourd'hui. On dénombre environ 84 000 personnes tuées, des jeunes, beaucoup de jeunes, parce qu'ils aspirent en fait à vivre en toute liberté. Certains ont été jusqu'à brûler des mosquées, je voudrais le rappeler. Donc vous voyez bien qu'ils en veulent à ce régime islamique, et cet silence assourdissant de la gauche et de l'extrême gauche, moi, il m'insupporte. J'espère que vous ne m'aurez pas, mais c'est un rapide coup de gueule, mais qui ne va pas vous étonner. C'est que vous avez vu, comme moi, M. Guterres... Antonio Guterres, donc secrétaire général de l'ONU, se féliciter de l'anniversaire, c'est le 47e anniversaire aujourd'hui, de l'installation de la République islamique d'Iran. Voilà. Donc, se féliciter de l'établissement d'un régime totalitaire,
J'imagine d'ailleurs qu'il aurait fait la même chose au moment après le Kampuchea démocratique, hein, au Cambodge. Je ne vois pas ce personnage de plus en plus, qu'il s'agisse d'ailleurs de sa position par rapport à Israël ou par rapport au reste, évidemment. Et commence à être un problème. C'est-à-dire que, bien sûr, l'ONU est sous les feux par Trump, etc., sous les feux des critiques, et que franchement, il donne vraiment, enfin, c'est tout sauf un pas avant. Oui, Gauthier. Non, moi, je voulais juste ajouter, je ne sais pas si c'était prévu d'en parler, mais c'est la visite de Netanyahou à Trump. En ce moment, voilà. Qui est une visite qui est anticipée. En ce moment même à la Maison-Blanche. Parce qu'il est inquiet de la tournure des événements et des négociations. Et on voit bien que la manière dont ces négociations s'ouvrent, avec des Iraniens tactiquement habiles, même si stratégiquement ils ont perdu, à mon avis, beaucoup de chance et de crédibilité dans les précédents rounds, semble se concrétiser uniquement sur la problématique de l'enrichissement de l'uranium, de la dilution du stock d'uranium enrichi à un niveau qui n'est pas de matière fissile militaire, mais à plus de 60%. Et donc, ils disent, il y a d'autres dossiers. Il y a le dossier, évidemment, de tous les proxys dans la région. Et puis, il y a surtout le dossier des missiles balistiques. Et c'est vrai que Trump a mis par la rivière l'accord du JCPOA. Et aujourd'hui, quand on voit la négociation s'engager, elle s'engage finalement sur des bases qui sont en retrait par rapport à ce qui avait été obtenu en 2015, accord qu'il dénonce en 2018. Donc je comprends l'inquiétude de M. Netanyahou, voyant comment Trump sur l'Ukraine renvoie aujourd'hui au calendrier grec, c'est-à-dire en juin, un accord qu'il nous avait proposé en janvier de l'année dernière, se disent mais est-ce que ces négociations vont finalement se boucler dans de bonnes conditions ? Et cela dit, les contraintes sont quand même, et les alternatives ne sont pas évidentes, parce que les marges sont quand même très étroites, la coercition militaire existe. Dès lors qu'on est rentré dans une négociation, et dès lors que les Iraniens font un petit pas en avant, même s'il y a toujours immédiatement après ce qui était la déclaration du président, attention, on est prêt à la dilution de l'uranium, mais on veut continuer à avoir des capacités d'enrichissement. Tout ça crée effectivement un climat qui est d'interrogation, une fois de plus, sur la manière dont Trump conduit ses négociations. Geoffroy Lejeune, moi je m'interrogeais aussi sur la réaction dans les capitales occidentales. Ce deux poids, deux mesures. Quand on parle de l'Iran, de cette répression féroce, on parle de 70, 80 000 morts. Quand d'autres causes jetaient des centaines de manifestants dans les rues de Paris. Pourquoi il y a ce deux poids, deux mesures ? Les Iraniens, ils veulent pas qu'on se mobilise pour eux ? Les Iraniennes non plus ? Alors, si vous faites la comparaison avec les manifestations un peu partout en Europe pour Gaza jusqu'à il y a un an, il y a une complaisance vis-à-vis d'une théocratie, d'un totalitarisme islamiste. C'est vrai en France, mais c'est vrai dans d'autres capitales européennes, qui est évidente. Ça, c'est une certitude. Ensuite, après, il y a la partie, si vous voulez, comment dire, il y a ça, et puis il y a le vrai monde. Le vrai monde, c'est celui dans lequel les choses se passent réellement, c'est celui de Donald Trump. Et là, c'est une autre question que vous avez posée tout à l'heure. C'est pourquoi est-ce qu'il ne parle que du nucléaire et pas du reste ? Moi, j'ai pas de réponse à ça, et je sais pas d'ailleurs combien de temps il va rester sur cette position. Peut-être qu'il peut changer, peut-être qu'il peut intensifier la pression. C'est possible. Mais j'ai entendu dans sa bouche et dans la bouche de certains de ses proches l'idée de ne pas reproduire l'Afghanistan et l'Irak, c'est-à-dire en fait, et ça, même les gens de la diaspora iranienne, notamment en France, ceux qu'on peut fréquenter ici sur ces plateaux, vous disent c'est pas aux États-Unis de renverser le régime, c'est aux Iraniens de le faire. Alors, comment ? J'ai pas la réponse évidemment. C'est toute la difficulté, c'est qu'il n'y a pas. Et l'élimination du camp des réformateurs bloque encore cette solution. S'il n'y a pas à l'intérieur une capacité d'opposition qui incarne une alternative crédible, c'est difficile de l'imposer. On n'impose pas les changements de régime ni la démocratie au canon. Vous venez de l'évoquer dans plusieurs précédents fâcheux, en Irak, en Afghanistan, en Libye ou ailleurs. Et donc, et puis on voit malheureusement les efforts de cette population, plusieurs soulèvements en 2009, et à chaque fois ces répressions terribles, sauf parce qu'on ne parvient pas à trouver une issue politique. Et donc, on voit bien que les propos de Trump, quand on les relie aujourd'hui à ce qui s'est passé, c'est-à-dire à une terrible répression et à aucune solution politique, montrent qu'on est aussi un peu d'interrogation à relancer une insurrection qui n'aboutirait qu'à la même chose, c'est-à-dire davantage de morts. Oui. Alors, on est maintenant sur une négociation qui est avec ce régime sur les aspects militaires et qui impliquerait que ce soit la réintroduction ou la normalisation du comportement de l'Iran, puisqu'ils mettent à la clé l'allègement des sanctions.
Et donc c'est l'autre solution qui est envisagée, c'est que si ce pouvoir finalement accepte une réintroduction dans la communauté internationale, est-ce que dans le temps, en desserrant les contraintes, cette société sera en capacité de prendre en charge son destin? C'est impossible. Joseph Massescaron et Naïma. Parce que, pardon, je vais être... Parlez dans le micro, Joseph. Pardonnez-moi. Pourquoi c'est impossible? On n'est pas face à un régime dictatorial, comme il y a pu y avoir en Roumanie, en Bulgarie ou ailleurs. On est face à un régime totalitaire. Et théocratique. Totalitaire. C'est-à-dire, Hannah Arendt explique bien la différence entre la dictature et le totalitarisme. Vous ne passez pas comme ça, vous ne vous débarrassez pas comme ça d'un régime totalitaire. Et moi, je suis assez stupéfait de l'argument qui consiste à dire bon, il y a des erreurs en effet énormes qui ont été commises en Afghanistan et ailleurs. Bon, la société politique iranienne, avec ses 2500 ans d'histoire, n'est pas exactement la même que la société afghane. Pardonnez-moi, hein, je ne voudrais pas être dans le relativisme. Mais ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on dit, mais attention, c'est une intervention extérieure. Mais l'intervention extérieure, elle a déjà lieu. Elle a déjà lieu. Parce qu'aujourd'hui, les gardiens de la Révolution qui tirent sur la foule, qui déciment, parce que c'est plus de 90 000, hein, ça doit être 110 000 ou 120 000, 120 000 Iraniens, ils sont rejoints par tous les terroristes islamistes d'Irak et de Syrie. Tous. Donc, l'intervention extérieure, elle a déjà lieu. Bon. Alors, la question, c'est par rapport, justement, à cette intervention extérieure, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croise les bras? Ouais, là, la solution, diplomatique, elle est une solution de temporisation et d'essayer de trouver un accord sur le nucléaire. Pour le reste, les hypothèques militaires, elles ne sont pas plus concluantes. Elles permettraient des frappes limitées, elles permettraient des éliminations. Écoutez, importante. Par exemple, on sait très bien, que les gardiens de la Révolution se trouvent dans des quartiers iraniens très précis. Donc on peut faire des dégâts, extrêmement importants. Bien sûr, ils sont entre eux, ils se regroupent entre eux. Des dégâts collatéraux. Donc il y a dans l'utilisation de frappes qui seraient des frappes ciblées ou même des démantèlements de sites, aussi une attention à ce que cette intervention n'ait pas un effet exactement inverse à celui recherché, parce que causant des morts dans la population civile. Donc les voies diplomatiques sont très étroites, les voies militaires sont également extrêmement étroites. Les voix qui proviennent d'Iran sont intervenez. Oui, exactement. Et d'ailleurs, même les personnes qu'on a souvent avec lesquelles on débat sur les plateaux, elles disent qu'il faut intervenir. Je cite par exemple Mona Jafarian ou Emmanuel Razavi, etc. Ils souhaitent qu'il y ait intervention. Et en plus, 94 millions d'habitants. Je sais bien, mais Monsieur Gauthier, changer un régime, ça veut dire mettre le pied à terre. Ça veut dire tout ce qui n'est absolument pas envisagé ni par le camp MAGA, ni par Trump, ni par les Américains, ni même par les Israéliens. Donc ce qui est prévu, ce serait des frappes qui déstabiliseraient ce régime, mais le risque, c'est encore une fois, n'ayant pas de solution politique immédiate, de camp d'alternative, de renforcer une nouvelle répression. Et donc on est, c'est vrai, dans des solutions qui sont insatisfaisantes et au plan politique et au plan militaire. Monsieur Gauthier, est-ce que c'est pas justement l'occasion aujourd'hui d'intervenir, concernant les proxys, parce que la chute du régime islamique, c'est aussi la chute des proxys, que sont le Hamas, que sont les Houthis et le Hezbollah, qui déstabilise toute cette région, et je sais aussi le Polisario qui au Maghreb déstabilise. Les tirs américains contre les bases Houthis, le démantèlement du Hamas, le démantèlement du Hezbollah, ça c'est en train d'être traité. Même donc, pour la paix entre la question, c'est l'utilisation d'une action militaire contre l'Iran pour changer de régime. Mais je crois pas et les menaces iraniennes aussi contre Israël. Alors ça c'est autre chose. Et la menace, et donc ce qui est traité en premier, c'est la menace militaire stratégique contre Israël. Évidemment. Et donc, en s'attaquant au premier sur la menace qui est la plus perturbante et la plus préoccupante, qui est la menace nucléaire, en espérant que ces négociations ne s'arrêteront pas là et traiteront d'autres sujets. Monsieur Gauthier, s'il n'y a pas la chute des régimes islamiques, il n'y aura pas de paix justement au Proche-Orient, parce que les pays arabes qui sont sunnites, justement, ont en face d'eux le leadership qui a été pris par l'Iran, même au niveau des pays arabes. La cause palestinienne n'est pas du tout vue de la même manière depuis qu'il y a eu, en 1979, l'émergence du régime islamique. Alors, Jean-Michel Salvatore, une dernière incise sur ce sujet. Trump, il hésite parce que il ne veut pas d'une guerre régionale, il hésite
parce qu'il n'y a pas de solution politique alternative si le pouvoir tombait. Et puis il hésite aussi parce que le pouvoir reste très solide. Quand vous avez 200 000 gardiens de la Révolution qui tiennent le pays et qui n'ont plus rien à perdre et qui sont capables de tirer sur la foule, vous voyez bien que là, vous avez affaire à un pouvoir très difficile à combattre. Et donc, c'est vrai que ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir. Mais là, il y a une occasion historique. Et là, c'est l'historien qui parle, on nous jugera sur ce point. On nous jugera. Parce que nous avons, comme tu l'as dit, on a la possibilité de décapiter l'hydre du totalitarisme islamiste dans le monde. Alors, Louis Gauthier, est-ce qu'on le saisit? Dernier mot sur cette question avant la pause. Non, je pense on est déjà rentré dans une réduction de ce qu'on appelait l'axe de la résistance autour de l'Iran. La capacité de nuisance de l'Iran sur l'ensemble du Moyen-Orient a été réduite massivement au cours de la dernière année, et même leur capacité militaire par les frappes qui sont intervenues en juin. Donc c'est vrai qu'on est sur des voies extrêmement étroites, sur des lignes de crête très difficiles, et que on peut comprendre qu'il y ait une volonté de ne pas empirer la situation et de traiter les défis les uns après les autres. C'est pas le plus simple. Les Américains vont traiter, sous la menace quand même de frappe et de coercition, vont traiter d'abord de la problématique nucléaire et en essayant de faire bouger, évoluer ce régime et sans doute de trouver, comme ils l'ont fait ailleurs, des défecteurs, des alternatives qui permettraient d'amorcer un nouveau futur pour l'Iran. Mais c'est pas tout de suite, c'est pas demain. Et frapper massivement n'aurait que des effets, en réalité, contre-productifs. En tout cas, pauvre Iranien, si loin de Dieu et si loin des États-Unis. Oui, pensons à la population iranienne qui attend de l'aide et qui se fait massacrer.